Bonjour. Donc c'est avec très grand plaisir de participer à ce GDR. En fait, je voulais toujours participer, mais chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas pour les pour le timing. Je voudrais présenter ici ce qu'on fait sur la structure du bois avec des diffusions de neutrons et rayons X. En fait, c'est pas tout à fait dans le laboratoire de CERMAV. Donc ici, c'est le DRAC et ISER. Et notre laboratoire CERMAV est ici. Grenoble, le centre-ville de Grenoble est ici. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la flèche. Et puis, à gauche, au confluent de Isère et Drac, il y a un grand anneau qu'on voit sur la photo à droite et un petit, enfin, qui est plus petit que l'anneau, mais à gauche, enfin, sur le plan, c'est à droite, sur le photo, il est à gauche, un bâtiment rond. Donc l'anneau, c'est le synchrotron. À l'intérieur de cet anneau, il y a l'électron qui passe à toute vitesse. Et ce petit bâtiment à gauche sur la photo, c'est un réacteur nucléaire où il y a des neutrons qui est émis par la réaction nucléaire. Et donc ces deux instruments, donc à chaque fois que l'électron change la direction, il émet lumière, donc rayon X. Et puis, on peut utiliser aussi le neutron qui vient de réaction nucléaire de réacteur à côté. À l'intérieur de ces bâtiments, il y a beaucoup de différents instruments. Donc, c'est juste pour montrer à peu près la dimension par rapport à taille humaine. Ici, à gauche, c'est une sortie de rayons X avec donc le rayon X arrive du fond et on a un échantillon, il y a un passeur de rayons X et puis derrière, il y aura un détecteur. À droite, c'est un instrument de neutrons pour faire des diffractions de neutrons, la ligne D19 D'ailleurs, la ligne à gauche, c'est une ligne française et soutenue par CNRS. Et à droite, on voit un échantillon qui est sur le goniomètre. Et le détecteur, il est à peu près la taille d'une personne ou plus grand. Un pixel, pour le neutron, le flux est tellement faible que l'échantillon est en général très grand. C'est de l'ordre millimètre à centimètre. Et du coup, c'est pas la peine d'avoir des résolutions très élevées dans le détecteur. Donc, la résolution d'un pixel, typiquement, c'est de quelques millimètres à centimètres. Et par contre, rayon X, on regarde beaucoup plus finement. Le volume sondé par rayon X, c'est typiquement de microns à des centaines de microns. Et le détecteur, la résolution des détecteurs, c'est pareil, c'est des dizaines de microns. Alors, ce qu'on fait avec diffusion de la lumière et des neutrons, lumière, c'est rayons X ici, c'est une onde électromagnétique et puis la longueur d'onde est comparable à la taille d'un atome et il interagit surtout avec les électrons. Donc, l'électron ou des particules chargées. Chaque fois que la lumière ou l'onde électromagnétique passe à travers de particules chargées, il oscille la particule qui va générer le rayon X de même phase et donne de l'interférence. Neutrons, c'est des particules neutres, comme le nom indique, donc il est insensible à la charge. Donc, on ne regarde pas l'électron, mais on regarde surtout les noyaux d'atomes. Ce qui fait que en rayon X, on regarde plus l'atome est lourd, plus il interagit fortement avec le rayon X, alors que le neutron, il est un peu plus dispersé. Et puis, par exemple, entre hydrogène et deutérium, on voit de manière très différente.
Donc, c'est deux sondes très complémentaires. Et donc, c'est très bien de combiner les deux, mais pour faire les mesures de neutrons, on a toujours besoin des grands instruments. Et chaque neutron coûte très cher. Mais par contre, si on veut regarder l'eau, comportement de l'eau ou hydrogène, c'est très utile parce que pour rayons X, c'est quasiment insensible aux présences d'hydrogène ou de deutérium. Alors, ce qu'on regarde, ça c'est une vue artistique de bois, depuis arbre jusqu'à plus petite échelle. Donc, l'arbre, à la fin, il est constitué des molécules comme cellulose, hémicellulose et lignine, qui a une certaine organisation à l'échelle nanométrique. Et ce qui nous intéresse, c'est à cette échelle. Parce qu'en fait, quand on regarde les propriétés mécaniques ou du retrait-gonflement, ce qui est important, c'est surtout ce qui se passe à cette échelle. Quand le bois gonfle ou il y a retrait au séchage, c'est le gonflement au niveau entre les microfibrilles. C'est des molécules qui prennent l'eau et qui augmentent en taille. Et puis, les propriétés mécaniques, c'est pareil. Quand on voit que le module est à peu près proportionnel à la densité, la densité de paroi elle-même est le même. Et du coup, la propriété est presque universelle quand on regarde tous les parois du bois. Et dans le laboratoire, chez nous, on étudie beaucoup les nanocomposites qu'on fait, par exemple, avec cellulose et d'autres polymères. Mais c'est très difficile de reproduire les propriétés aussi parfaites que ce qu'on voit dans les parois de bois. Donc, ces structures, comment il est structuré vraiment à l'intérieur de parois, c'est ce qui nous intéresse. Alors, à quoi ça ressemble les données? Ici, c'est un exemple où on peut voir diffusion aux grands angles et aux petits angles pour le même endroit, pour le même échantillon. Parce qu'on a ici un détecteur qui a un trou au milieu. Donc, ça, c'est l'image qu'on voit à gauche, c'est l'image qu'on détecte sur le détecteur qui est près de l'échantillon, où on couvre les données qui viennent, des photons qui arrivent aux grands angles. Et à l'intérieur, ici, il y a un trou, physiquement, il y a un trou, et les rayons X qui traversent ce trou est détecté derrière par notre caméra. Donc, on peut couvrir une longue gamme de ce qu'on appelle Q. C'est le réciproque de distance qu'on sonde à l'intérieur d'échantillons. Et donc, on voit tout de suite que quand on met un échantillon de bois, on voit des signaux anisotropes. En fait, c'était déjà constaté depuis plus de 100 ans, parce que le premier diffraction de rayons X était fait en 1913, juste après qu'on a vu une diffraction par les cristaux, et c'était fait d'ailleurs au Japon par un postdoc à l'époque. Et on voyait déjà on voit des signaux anisotropes. Et ici, donc, là, on est intéressé par l'arrangement latéral des microfibrilles à l'intérieur du bois, de parois de cellules de bois. Et donc, on s'intéresse surtout à cette partie qui est perpendiculaire à l'orientation longitudinale du bois. Donc, on peut séparer les signaux en parties anisotropes et isotropes, comme les courbes en rouge, c'est la partie anisotrope de la partie grands angles, donc ça c'est la partie cristalline. Et puis on peut aussi faire la même chose sur les petits angles. Et quand on regarde la partie anisotrope,
Ça, c'est montré de manière logarithmique dans les deux sens pour avoir un peu le vue d'ensemble de structure de bois. Donc, à grands angles, en fait, ça correspond, plus on va aux grands angles, plus on regarde in fine la structure, plus on va vers les petits angles, on regarde les structures grossières. Donc ici, on voit, c'est des pics qui viennent de diffraction due au réseau cristallin de cellulose. Mais après, on a aussi d'autres signaux à plus petits angles, comme les deux petits bosses ici, qui est généré par l'arrangement des microfibrilles de cellulose et puis la forme, la morphologie. En fait, c'est assez difficile de distinguer la contribution des deux. Donc, en fait, il faut faire un modèle pour voir comment ça peut donner le signal qu'on observe, en sachant qu'il y a d'autres mesures, enfin d'autres informations qu'on ait sur la biosynthèse de cellulose et puis la composition de parois, ce genre de choses. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on imagine aujourd'hui, ce qui serait l'arrangement à l'intérieur de parois de cellules si on regarde en coupe transversale, comment les microfibrilles, enfin, le cercle, enfin, le rond, c'est des sections de microfibrilles qui sont un peu dispersées de manière qui a l'air aléatoire, mais qui donne des corrélations parce qu'en fait, chaque microfibrille ne peut pas interpénétrer. Donc, il y aurait une corrélation due au fait qu'on ne peut pas approcher trop près de l'un des autres, qui donnerait ce signal boss. Après, quand on regarde aux plus petits angles, il n'y a pas beaucoup de diffusion, ce qui veut dire que, en fait, le bois, à l'échelle de dizaines aux centaines de nanomètres, il est assez homogène. Donc, il n'y a pas beaucoup de fluctuations de densité d'électrons à l'échelle entre dizaines et centaines de nanomètres. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on change le teneur en haut là, ça c'est un exemple de hêtre. Donc, il y a beaucoup de... ça, c'est le bois qu'on a regardé ici. On regarde de la même manière que c'est le parti anisotrope qu'on regarde. Ici, à très petits angles, on voit une intensité qui décroît à puissance 4, moins 4 à peu près de distance de centre. Et donc ça, c'est une signature quand on regarde une surface lisse, on voit ces signaux. Donc pour le bois sec, ce qu'on voit, c'est l'interface entre surtout le paroi de lumen et quand c'est rempli de l'eau, donc on peut atteindre 200% parce qu'il est très poreux. Ce contraste entre l'air et paroi devient maintenant un contraste entre paroi et l'eau, donc le contraste diminue. Et ça, c'est ce qu'on voit ici par facteur à peu près 20 en différence d'intensité. Après, quand on commence à sécher, le lumen se vide et on voit l'intensité augmente. Et ici, ce qu'on voit ici, c'est maintenant c'est le contraste entre cellulose qui ne sera pas gonflé par l'eau et le matrice hémicellulose qui gonfle un peu par l'eau et du coup la densité diminue avec l'eau. Donc le contraste augmente quand on jusqu'à la saturation point de saturation qui est à peu près 30%. Après, quand on sèche, le contraste entre matrice et cellulose diminue et du coup on voit aussi l'intensité diminuer. Après, on voit aussi le pic ou de position de ce poste bouger parce qu'il y a vraiment des gonflements. Donc, la distance entre microfibrilles
change aussi. Alors, ça c'est ce qu'on voyait avec RayonX. Et si on met le même genre d'échantillon dans faisceau de neutrons, qu'est-ce qu'on observe? Ici, j'ai mis juste le parti petits angles, mais on voit maintenant, au lieu d'un boss, on voit une claire pique. Surtout quand on est à 100% l'eau lourd ou à 100% l'eau léger, on voit des bosses comme ceci. Alors que si on mettait dans mélange 30% de l'eau lourd et 65% de l'eau léger, on ne voit plus le signal. Et le contraste vient du fait que le neutron voit proton comme un objet qui diffuse à négatif. Et donc, en ajustant ces deux composants, on peut arriver à un contraste qui est exactement le même que d'autres substances de parois. Et du coup, cette corrélation qu'on voyait aux petits angles due aux structures de parois disparaissent. Alors hier, il y avait une discussion sur la pénétration de polymères dans le paroi ou de PEG dans le paroi. C'est très difficile de voir si une substance est vraiment pénétrée dans le réseau de cellulose dans le paroi. Mais ici, par exemple, ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est de faire la même chose avec des monomères, mélange de monomères deutérés et protonés. On peut voir s'il est comme de l'eau qui pénètre dans la matrice, on peut supprimer le signal sur la même composition, en composition chimique, mais avec un isotope deutéré et hydrogéné. Et comme ça, on peut prouver directement si une substance pénètre ou pas dans la structure de paroi. À gauche, donc, on voit à gauche en haut la diffraction de rayons X, et à droite en haut, c'est la diffraction de fibres de neutrons. Et dans ces figures droite en haut, à gauche, c'est l'échantillon sur PowerPoint, c'est pas un PowerPoint, bon. Sur gauche, c'est l'échantillon hydrogéné, à droite, c'est deutéré. Donc, on voit les positions de tâches sont tous pareilles, mais des fois, c'est difficile de dire juste comme ça, mais vous voyez, si vous comparez droite et gauche, vous verrez certains endroits où c'est pas la même intensité. On aperçoit qu'il y a des tâches, mais l'intensité relative diffère. Et ces contrastes donnent directement la position, après un calcul, les positions de l'hydrogène qui est montrée en bas. À gauche, c'est plutôt on a mis un modèle où on a éliminé juste l'oxygène de O6 du modèle et fait une synthèse de Fourier à partir de données de rayons X. Et on peut voir plus facilement les atomes lourds. Donc, ça, c'est l'usage de complémentarité entre rayons X et neutrons. On peut localiser les atomes de carbone et oxygène avec rayons X, et l'hydrogène, qui serait plus important pour la liaison hydrogène, par neutron. Surtout en faisant des remplacements de hydrogène avec deutérium. On peut aussi regarder avec les rayons X, ou neutrons aussi d'ailleurs, par exemple les contraintes des formations de microfibrilles de cellulose. Donc ça, c'est un échantillon modèle où j'ai enrobé le cristaux de cellulose dans PVA, et donc on peut étirer ce fil et regarder comment on déplace chaque pic sur le cliché. Donc ça, c'est au milieu, en bas, c'est la position de ce que j'ai noté 004.
en pixels. Donc, il déplace au fur et à mesure. Et au milieu, en haut, c'est combien je déforme l'échantillon. Donc, en fait, j'étire l'échantillon avec un mort ici. Le Rayon X, et chaque fois que j'étire, je vois le position de 0,04 approcher vers le centre, qui donne directement la déformation de cellulose, de cristal de cellulose. À droite, c'est le contrainte de 0,0, enfin la déformation de 0,04. Donc c'est la longueur de chaîne de cellulose. Et par rapport à contrainte macroscopique qu'on mesure avec un capteur de force, et on voit que pendant la durée de 2 heures d'expérience, on voit les fluages de matrice, on voit le contrainte diminuer pour le même déformation d'échantillons macroscopiques. Mais quand on regarde la déformation de cellulose cristalline, il reste constant, il reste linéaire par rapport à la contrainte macroscopique. Donc, comme ça, on peut sonder l'effort transmis à la cellulose dans une structure comme le bois. Enfin, d'ailleurs, c'est aussi fait, ce genre d'expérience est aussi fait sur le bois directement. Ça, c'est pas moi qui fais, mais on peut aussi avoir des sondes. Avec Rayon X, on peut avoir des sondes très petites, donc on peut suivre, par exemple, l'orientation dans le paroi. Donc, chaque point ici correspond à un point, une diffraction à gauche. À droite, on voit l'élargissement de chaque pixel qui montre l'orientation de cellulose à chaque endroit. Et à gauche, on voit le lumen au milieu et la structure de paroi avec l'orientation. Après, rayons X et neutrons, il n'y a pas que diffusion ou diffraction. Il y a d'autres capacités, comme il y aura un groupe de travail tomographie, j'ai vu, donc je verrai plus en détail, mais ici, l'intérêt pour le bois, c'est qu'on voit très bien l'eau avec neutrons, et puis on peut voir d'autres structures en rayons X. En combinant neutrons et rayons X, on peut faire beaucoup de choses. On peut aussi analyser les fluorescences de rayons X. Comme on a des sondes très petits, on peut faire l'analyse élémentaire à chaque point. Et ça, c'est un exemple où on voit le champignon pousser dans le paroi, les filaments montrés dans l'image à droite, et puis à gauche, enfin, c'est des différents mapping des éléments, potassium, calcium, manganèse, fer et zinc, et on peut voir la localisation des différents éléments dans la structure. On a vu aussi par exemple, dans certaines anneaux de croissance, on peut voir des fois des éléments particuliers. Je ne sais pas si on peut voir des plombes si on coupe aujourd'hui, si on fait le carottage d'arbres à Paris. C'est quelque chose qu'on peut voir s'il y a des éléments inhabituels dans la structure. On peut aussi regarder les diffusions qui n'est pas élastique. C'est comme si on lançait un ballon sur la structure et on regardait si le ballon rebondit, a perdu la vitesse ou gagné en vitesse. Puisque le matière, le bois ou l'eau est en mouvement permanent, il peut donner ou récupérer d'énergie à neutrons, et c'est ce qu'on peut voir quand à différentes températures. Par exemple, quand on a fusion, on peut avoir des structures plus molles, et donc ça donne plus de signaux inélastiques. On peut analyser les comportements dynamiques
des molécules dans le poro de cette manière. Donc, comme je pense que j'ai dépassé le temps, je vais conclure. Merci beaucoup pour votre attention.